l'impression que les grandes catastrophes politiques, ça arrive d'un coup, sans prévenir. Mais en réalité, pas du tout. Ça se prépare, et même très soigneusement. Et tout commence avec les mots, ceux qu'on entend et ceux qu'on utilise tous les jours. Prenez cette phrase, par exemple. Elle a été prononcée il n'y a pas si longtemps. Elle est violente, elle est choquante, et elle est faite pour ça. Mais le plus frappant, ce n'est même pas sa violence, c'est l'écho qu'elle a dans l'histoire. Regardez bien cette comparaison. À gauche, la phrase de Donald Trump. Et à droite, une phrase quasiment identique, écrite presque un siècle plus tôt par Adolf Hitler dans son livre Mein Kampf. Ce parallèle, il est plus que troublant. Et il n'a rien d'un hasard. Non, ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Une stratégie où le langage devient une arme pour déformer notre perception de la réalité. Le but, rendre l'inacceptable non seulement acceptable, mais pour certains, carrément souhaitable. Cette idée a été parfaitement résumée par Victor Klemperer, un intellectuel qui a vécu et étudié la langue du régime nazi de l'intérieur, au péril de sa vie. Il a compris que la haine s'infiltre comme ça, petit à petit, mot par mot, jusqu'à ce que le poison fasse son effet. Pour bien piger ce mécanisme, il faut s'intéresser à un domaine qu'on appelle la sémantique. Bon, en gros, c'est l'étude du sens des mots. Mais en politique, c'est bien plus que ça, c'est un véritable enjeu de pouvoir. Celui qui arrive à imposer ses définitions, il impose sa vision du monde. Et il rétrécit celle des autres. Alors, comment ça marche concrètement? Eh bien, cette manipulation du langage, elle n'est pas du tout improvisée. Elle s'appuie sur des techniques très précises. C'est une sorte de boîte à outils conçue pour une chose, court-circuiter notre esprit critique. On peut la décomposer en 3 techniques principales. D'abord, la simplification. Le monde, si complexe, devient un simple nous contre eux. Ensuite, la biologisation. L'autre n'est plus un être humain, c'est un microbe, de la vermine. Et enfin, l'inversion accusatoire. Le bourreau se fait passer pour la victime. C'est un grand classique. Toutes ces techniques, ça relève de ce qu'on appelle la rhétorique, c'est-à-dire l'art de convaincre. Quand elle est utilisée de manière saine, elle permet le débat. Mais quand elle est détournée, elle devient une arme redoutable pour imposer des mensonges par la seule force des mots. Mais attention, tout ça, ce n'est pas juste un jeu de mots. Ces techniques ont des conséquences bien réelles et souvent terribles dans la vie des gens. Et pour le comprendre, rien de mieux qu'une histoire vraie. L'histoire de Victor Klemperer, justement celui qu'on a cité tout à l'heure. En 1933, c'est un citoyen allemand respecté, un professeur d'université. Et puis un jour, il reçoit une simple lettre de l'administration. Cette lettre lui annonce que, parce qu'il est juif, l'État a décidé d'ajouter un deuxième prénom à son identité. Il ne s'appelle plus seulement Victor. Officiellement, il s'appelle désormais Victor Israël. Le point crucial, il est là. Un seul mot, un prénom imposé par la loi. Et ça suffit pour l'arracher à sa communauté, la communauté nationale. Il n'est plus un citoyen comme les autres, il est devenu une cible, marqué par le langage, avant de l'être physiquement. Bien sûr, pour que ce genre de manipulation fonctionne, il faut d'abord détruire ce qui nous permet de distinguer le vrai du faux. C'est pour ça que les régimes autoritaires s'attaquent systématiquement au savoir. Ils traitent les profs d'ennemis, ils discréditent les scientifiques, et ils vont même jusqu'à inventer leur propre science pour justifier leur délire. Et cette volonté de contrôler non seulement les corps, mais aussi les esprits, eh bien, c'est la définition même du totalitarisme. Le but ultime, c'est de remodeler la réalité elle-même. Et ça commence par les mots qu'on utilise pour la décrire. Alors, la grande question, c'est, face à ça, que faire? Est-on condamné à subir cette intoxication du langage? La réponse est non. Car si les mots ont un pouvoir de destruction, ils ont aussi un formidable pouvoir de résistance. Il y a au moins 2 pistes. La première, c'est la résistance sémantique. C'est refuser de reprendre les mots de l'adversaire. Parce que utiliser son langage, même pour le critiquer, c'est déjà accepter son terrain de jeu et lui donner une victoire. Et puis il y a l'action individuelle. Chacun, à son échelle, a un rôle à jouer. Simplement en choisissant ses propres mots avec soin, en refusant la facilité des slogans. Voilà, cette analyse se termine. Mais la réflexion, elle, ne fait que commencer. La question, du coup, ce n'est pas seulement de critiquer le discours des autres, c'est aussi de s'interroger sur sa propre façon de parler, et même, pourquoi pas, sur la manière dont cette présentation vient d'être faite. Parce que la meilleure défense de la pensée libre, c'est de ne jamais rien prendre pour acquis.